stratégie pour certains réseaux pour le développement, c'est d'aller vers l'international. Est-ce qu'il y a beaucoup de franchiseurs qui arrivent à passer la frontière ? Alors, pas toujours, mais effectivement, le passage de cette frontière internationale, c'est un enjeu stratégique majeur qui va offrir des opportunités de croissance, mais qui comporte aussi des défis financiers qui sont spécifiques. Ça va permettre de diversifier les sources de revenus et de réduire la dépendance à un marché français, par exemple. Cette expansion, elle nécessite un investissement initial important, incluant l'étude de marché, une adaptation aux modèles et aux spécificités locales, ce qui n'est pas neutre, et une mise en conformité avec les réglementations internationales et un soutien logistique et marketing. Donc c'est une stratégie qui peut être adaptée avec des masters franchisés locaux. Et financièrement, il est crucial de structurer correctement les accords avec le modèle de la franchise internationale. On va retrouver des droits d'entrée, des royalties, qui vont être le reflet de la réalité économique locale et ce qui va permettre d'assurer une rentabilité suffisante pour le franchiseur. Et la gestion des fluctuations monétaires, attention, est un risque aussi à appréhender avec la notion de taux de change, car ils peuvent impacter significativement les revenus et les coûts. Sylvain Bartholomeu, quelle est votre vision sur le développement à l'international pour les franchiseurs ? Alors, on pourrait se dire plusieurs choses. On pourrait se dire que petit 1, le marché de la franchise, c'est un des plus exigeants au monde et un des plus concurrentiels au monde. Donc finalement, qui peut le plus, peut le moins. On est sur un marché très concurrentiel, on est sur un marché très exigeant en termes de relations franchiseurs-franchisés et de management. Donc en allant sur un autre pays moins exigeant, par essence, ça devrait être plus facile. On peut aussi se dire que l'économie française est une économie très développée, très exigeante, et donc créer un concept et développer un réseau sur le marché français, idem, qui peut le plus, peut le moins. La réalité, c'est que c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, quand on change de pays, on change de culture, les impacts économiques que soulignait Lorraine sont très importants. Il y a des logiques export, il y a des logiques de flux qui sont radicalement différentes. Et puis il y a souvent un vrai sujet, c'est la barrière culturelle en fait. Et moi, je constate beaucoup de franchiseurs qui auraient envie de s'exporter, mais la réalité, c'est que de manière basique et concrète, faut maîtriser l'anglais, il faut que les équipes aient une certaine culture internationale en interne, faut qu'il y ait des équipes dédiées qui soient déléguées au projet, il ne faut pas subir le projet, il faut le prendre à bras-le-corps, et donc ça ne devient pas si simple que ça. Donc je pense que pour pouvoir amorcer l'international, il faut avoir une base, une assise sur son marché domestique suffisante, il faut avoir les ressources financières suffisantes pour pouvoir bien le faire, et il faut partir du principe que ce n'est pas un projet si simple que ça, qui suppose des ressources dédiées, quoi. Sur l'aspect juridique, François-Luc Simon, si on souhaite se développer à l'international, on s'y prend comment ? Alors, bon, il ne faut pas se tromper de modèle. Il y a 5 modèles, schématiquement. Il y en a forcément un peu plus, mais déjà, si j'arrive à faire passer ce message, c'est pas mal. Donc, premier modèle, le plus simple, la franchise directe. Un franchiseur français, un franchisé étranger, local. Tout se passe comme si, finalement, j'étais encore en France. Sauf qu'il y a un peu d'éloignement, donc on appelle ça de la franchise directe. Deuxième modèle, la multifranchise. C'est la même chose que de la franchise directe, sauf que le partenaire, il a vocation à exploiter plusieurs unités. Par exemple, je décide de me lancer en Belgique, et je prends un partenaire, un franchisé qui aura 5 unités. Voilà, ça c'est de la multifranchise. Deuxième modèle. Le troisième modèle, c'est la master franchise. Alors là, ça commence à devenir un peu compliqué, parce que il est toujours exploitant comme un franchisé, mais il doit en plus connaître le métier, et en plus, il doit avoir la casquette de franchiseur, puisque par définition, le master franchisé a vocation à sous-franchiser. Donc il a 2 métiers accumulés. Ça devient un peu compliqué. Quatrième modèle, la joint venture. Donc là, j'ai un partenaire, mais je mets des billes au capital. Donc je suis en equity, à 50-50, à 75-25. Et je développe soit en multifranchise, à 2, la main dans la main, plusieurs points de vente, soit je sous-franchise. Les 2 sont autorisés. Et puis le dernier modèle, c'est le succursalisme. J'y vais tout seul. Je fais moi-même, sans personne. En vérité, dans chaque modèle, c'est ce qu'il faut retenir, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Tout dépend du marché, des habitudes de consommation et surtout, du partenaire. Tout dépend du partenaire.
En fonction du partenaire, je détermine le modèle. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et l'expérience que j'ai après 20 ans de franchise, où j'en ai vu qui se sont aventurés à l'international, c'est ce que je retiens. Donc c'est quelque chose de simple. La qualité du partenaire conditionne le modèle.